Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. L'Europe, dans sa majeure partie, est à nouveau confinée. Les restaurants, bars, cafés fermés, les universités fermées, de même que les commerces dits non essentiels. Le virus circule toujours et fait d'énormes dégâts. Si l'Afrique reste encore peu touchée par la pandémie, malgré les prévisions apocalyptiques, son économie, elle, en est fortement impactée. Mais comment expliquer cette seconde vague qui fait tant de ravages en Europe? À quand la fin de cette pandémie? Comment se positionner par rapport à la question du vaccin déjà en grande production? Sera-t-il obligatoire? Est-il fiable? Trois invités avec moi pour en parler. Docteur Roger Kadji, vous êtes médecin urgentiste en France et vous êtes donc au cœur de la problématique qui nous rassemble autour de cette table. Merci à vous, Docteur Kadji, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci, bonjour. Docteur Sayave Youmo, vous êtes vous également médecin, chirurgien, président fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et santé. Un habitué êtes-vous de mon émission. Merci, docteur. Merci de m'avoir réinvité. Accepté notre invitation. Professeur Asiba David Johnson, un autre habitué de mon émission. Êtes-vous la crise sanitaire est aussi une crise systémique et c'est à juste titre que j'ai invité l'analyste que vous êtes. Je rappelle que vous êtes vous enseignez les mathématiques. Merci à vous. Merci. Merci. Mathématiques et l'économie. Mathématiques et l'économie. Merci. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les prévisions de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, sont à nouveau inquiétantes. L'Afrique se dirige vers une seconde vague. Au moins 19 pays seraient concernés. Mais les autorités sanitaires du continent ne baissent pas les bras et prennent des mesures, pour certaines, des mesures draconiennes. C'est le cas du Niger. Le nombre d'infections ne cesse de croître et le risque de nouvelles vagues d'infections au Covid-19 se profile. Au Niger, le secrétaire général du ministère de la Santé a annoncé de nouvelles mesures entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au vu de la deuxième vague du virus. Elles concernent essentiellement les voyageurs entrant au Niger par voie aérienne. À partir de 20 novembre, un autoconfinement de 7 jours sera obligatoire pour toute personne entrant dans le pays par voie aérienne. Cette nouvelle mesure fait suite à une recrudescence du nombre de cas enregistrés depuis 2 semaines. Selon le ministère de la Santé, cette hausse est le résultat de l'abandon total des gestes barrières censés freiner l'évolution de la maladie. Dès ce 20 novembre, toute personne qui se rend au Niger par voie aérienne sera contrainte à un autoconfinement de 7 jours, obligatoirement, peu importe son statut virologique. Docteur Youmo Sayave, très rapidement, avant d'aller en Afrique, avant de parler du continent, parlons de la seconde vague en Europe. Comment comprendre cette seconde vague qui secoue aujourd'hui l'Europe et qui fait d'énormes dégâts? On voit dans des pays comme l'Italie, en Espagne, des malades soignés sur les parkings des hôpitaux, faute de lits. Qu'est-ce qui se passe avec ce virus en Europe, docteur? Alors, merci encore et merci aux téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous écouter chaque fois. Comme on l'a dit depuis le début, ce virus, on ne le connaît pas. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Il faudrait qu'on l'étudie plutôt que de se lancer dans une cavale qui est parfois sans issue, déjà savoir d'où il vient, comment il se propage. Ça, c'est un côté où il faut mettre de l'accent et où il faut mettre de l'argent. Maintenant, je pense que la deuxième vague, elle vient de deux choses probablement, mais une troisième peut-être. S'il vous plaît. La première, c'est comportement. Notre comportement. C'est-à-dire... On n'a pas assez respecté les mesures barrières. On n'a pas assez respecté les mesures barrières. En Europe, aux États-Unis, là où il y a eu cette deuxième vague-là, les mesures n'ont pas été assez respectées. Quand vous prenez les endroits où il n'y a pas eu de problème, comme la Chine, la façon dont les mesures ont été respectées en Chine, c'est même pas le dixième et qui est fait, par exemple, dans un pays comme la France ou ailleurs. Donc les mesures n'ont pas été suffisamment respectées. On est allé en vacances d'été, on a fait beaucoup de choses. On s'est relâché. Donc ça peut en partie expliquer une partie. L'autre chose aussi, je pense que l'environnement a quelque chose à y faire. Si vous vous rappelez, chaque année, c'est la période où on fait les vaccinations contre la grippe. Parce qu'à ce moment-là, après l'été, le moment du refroidissement, il y a un surbond, un rebond des grippes. Et c'est pour ça qu'on vaccine
la plupart du temps, les plus fragiles à cette période. Donc on devrait éventuellement s'attendre à ce qu'il y ait, en cette période-là, une augmentation de cas. Et l'autre raison, c'est que il faut qu'on aille plus loin. Ce virus-là, est-ce que c'est le même entre la première et la deuxième vague? Les scientifiques disent, des mutations, tout ce qu'on sait, c'est que le virus est trop intelligent. Il est très intelligent, il s'adapte très vite à toute situation. Ce qu'on sait aussi, c'est que les scientifiques disent que son génome reste homogène, ce qui veut dire qu'il n'a pas muté. Mais les scientifiques, les généticiens disent aussi qu'il y a des variants dans le virus de maintenant. Mais un variant, c'est quoi? Ça veut dire une petite modification, mais qui n'est pas assez significative pour dire qu'il a muté. Mais est-ce que nous, cette petite signification, avec les seuls moyens que nous avons, nous, en tant qu'hommes, et ne maîtrisant pas ça, est-ce que ce variant-là n'est pas suffisant pour créer autre chose? Donc, on a un certain nombre quelques éléments explicatifs pour comprendre la seconde vague. Alors, très rapidement, docteur Kadi, vous êtes médecin urgentiste, vous exercez en France, donc vous êtes au cœur de cette problématique-là. Je l'ai dit, la situation, elle est suffisamment grave. Mais on a aussi l'impression qu'il s'agit d'un piège. Aujourd'hui, on est confiné en Europe, du moins en France, jusqu'au 1er décembre. La question, c'est faut-il déconfiner? Certains veulent déconfiner le 1er décembre. D'autres disent, si vous déconfinez le 1er décembre, les gens feront Noël encore en famille, en groupe, etc. On aura le même problème que Dr Youmou Sayave est en train d'évoquer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Mais il faut d'abord protéger les populations, c'est l'objectif principal. Les protéger contre la survenue d'infections dans leur famille et dans le lieu avec le travail. Donc c'est l'objectif principal. Et comme on doit observer ce qui se passe dans les hôpitaux, la saturation de l'hôpital, s'il y a une baisse de la saturation des lits de réanimation ou des lits d'hospitalisation en général, effectivement, on peut se donner une petite marge pour... Et surtout d'observation. Et comme on l'a dit, il y a d'abord l'observation. L'observation qui peut nous donner un objectif en termes de relâchement des mesures, des contraintes qui sont mises actuellement. Donc il faut déconfiner le 1er décembre. Ah ben, on peut, il y a peut-être sur le respect des mesures barrières. Et bien sûr, on l'a vu, comme on l'a dit tantôt, le relâchement entraîne une recrudescence des cas. Donc il faut, et ça on l'a appris maintenant, on l'a bien intégré, ces mesures barrières-là, on doit pouvoir les garder, probablement garder très longtemps encore. Docteur Roger Kadi, vous êtes médecin urgentiste, ce n'est pas toujours qu'on a la chance d'avoir un médecin urgentiste sur son plateau. Dites-nous, il y a un débat autour de cette problématique de confinement, déconfinement, etc. Certains disent qu'il y a une exagération autour de la question de ce virus. Avec tout le tapage qu'on fait autour de ce virus, on laisse d'autres malades en train de mourir. Vous êtes urgentiste. Pendant le confinement, il y aurait des malades d'autres pathologies qui seraient morts, qui seraient laissés de côté parce qu'on se serait un peu trop concentré sur la question du virus, qui fait moins de morts que d'autres pathologies. Le cancer tue 400 personnes chaque année en France, chaque jour, en France par exemple. C'est moins que le virus. Mais pourquoi se concentre-t-on autant sur cette question du coronavirus et laisser d'autres pathologies faire de ravages? Je ne dirais pas qu'on laisse d'autres pathologies. Oui. Nous, en tout cas, en pratique médecine d'urgence, on continue à recevoir d'autres patients en détresse. Mais s'ils sont confinés, ils ne vont pas chez le médecin. Donc, les champs de diagnostic sont moindres. Il y a quand même un suivi. Il y a un suivi médical. Les médecins continuent à travailler auprès de leurs patients, bien sûr. Ils ont toujours accès avec toutes les plateformes qui ont été mises en place. On peut aller voir son médecin si vous êtes malade, si vous toussez, si vous avez un problème. Vous pouvez aller voir le malade. Mais ce qui a été mis de côté, c'est les problèmes pour lesquels tout peut attendre, la chirurgie, des chirurgies réparatrices, des soins qui peuvent patienter ont été décalés. Mais des soins urgents, comme ceux dont vous parlez, le cancer, effectivement, il est pris en charge. Si on découvre un diabète... Quand j'ai 75 ans, je vis seul. Oui. Chez moi, en plein confinement, j'ai toutes les chances de mourir tout seul chez moi. Mon médecin de ville n'est même pas disponible pour me recevoir. Il n'y a pas de rendez-vous. Les réseaux sont mis en place pour aller auprès de tout le monde, y compris... voilà, il y a quand même une assistance. Et moi qui travaille en médecine d'urgence, on reçoit régulièrement, soit par
par des appels téléphoniques, des personnes qui demandent assistance et à qui on va porter assistance. Sur toutes les autres pathologies, il y a encore des soins qui persistent. Alors ceux qui peuvent attendre, évidemment, ils seront décalés au moment où ça va être des chirurgies qui peuvent attendre, évidemment. Docteur, non, pas docteur, vous n'êtes pas médecin, vous êtes professeur plutôt à Ciba, David Johnson. Je l'ai dit, cette crise sanitaire est aussi une crise systémique. Quelle est votre analyse par rapport à cette question, à ce débat sans fin de confinement, déconfinement? On ne sait pas aujourd'hui s'il faut déconfiner le 1er décembre ou pas. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Les systèmes sont ébranlés. Mais tout à fait. Mais je crois que ce qui est certain, comme le disait à l'instant le docteur Sayavé, il avait mis en évidence, lorsque vous lui avez posé la question des notions de causalité, ce qu'on a constaté à travers le rapport scientifique, à la baisse de la température au niveau du mois de septembre, on a constaté effectivement à cette baisse de température a été associée des cas contaminés d'un niveau assez élevé. C'est ça. D'accord. Donc alors, mathématiquement, ça veut dire que tout simplement, plus la température est basse, plus on observe des cas contaminés. Alors, on est allé beaucoup plus loin encore, c'est à peu près la même chose qu'on a constaté un peu partout au niveau de l'Europe. L'autre élément qui rajoute, ça on a appelé cela de la prophylaxie de type primaire, c'est-à-dire les conditions d'hygiène, gestes barrières, distanciation physique, port du masque, etc., etc., elles n'ont pas été strictement respectées. Or, si à cela vous ajoutez que le virus a une vitesse de réplication assez élevée, vous avez trois éléments, trois variables que vous mettez dans une relation fonctionnelle pour connaître effectivement les cas de contamination du type explosif. Alors, tout de suite, la question se pose, avant de dire que je vais arrêter le confinement, c'est de dire il faut d'abord juguler. Parce qu'on sait qu'on avait 5 000 à 8 000 malades de cas contaminés par jour. On est passé à 10 000, à plus de 10 000, 15 000. À ce moment-là, vous saturez les possibilités de production. On a amorcé la baisse là. Voilà. On essaye. Mais moi, je voudrais dire la chose suivante. Ce qui est certain, c'est que nous ne savons rien de ce virus, comme l'a dit. Nous ne savons absolument rien. À ce titre, il est très important de travailler par rapport à la prophylaxie primaire, c'est-à-dire des conditions beaucoup plus rigides. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous visitez, par exemple, ce que je vais appeler les grandes surfaces, il n'y a pas de distributeur hydroalcoolique. Si vous allez dans des cafés et vous regardez les rapports que les gens ont lorsqu'ils prennent des verres, ils ne prennent pas les verres par le pied du verre, ils le prennent par le haut du verre. Si vous observez effectivement comment les gens vont acheter leur pain, je vous demande de procéder comme moi, puisque j'applique des techniques d'économétrie, l'observation. Donc, alors, l'hygiène stricte, oui, notamment en ce qui concerne les aliments. Absolument, l'hygiène. Alors, on dit en fait que le virus est dû à un temps il reste en tout cas un long moment sur des surfaces. Alors, regardez aussi comment les gens, quand vous rentrez dans des supermarchés, regardez comment les choses se passent, et regardez également si la distance physique est respectée. Alors moi, j'ai là des éléments qui me disent, bon, en fait, c'est la conjugaison de ces facteurs-là qui exponentialisent. Alors, il faudrait revenir, alors je recommande d'abord au ministre, aux régulateurs au niveau de la France. D'abord, la première chose, il faudrait qu'il y ait des agents d'hygiène qui soient dans les espaces où nous consommons, où nous faisons nos achats, pour regarder si les mesures barrières telles qu'ils ont formées sont strictement respectées. On nous apprend effectivement que c'est une nouvelle mission assignée aujourd'hui aux forces de l'ordre qui doivent renforcer. En tout cas, les préfectures ont aujourd'hui obligation de faire respecter ces mesures par les forces de l'ordre, mais retournons en Afrique. C'est ça qui est le plus important. Et pour nous, docteur Sayavé, nous l'avons vu, le Niger, à partir du 20 novembre, toute personne qui se rend au Niger par voie aérienne est autoconfinée 7 jours d'office. Le paradoxe, docteur, c'est que vous avez, sur le continent, des pays moins touchés qui mettent en œuvre des mesures draconiennes comparées aux pays les plus touchés. On ne comprend pas d'où nous vient cette rigueur dans la gestion de cette pandémie. Alors, cette rigueur, elle nous vient de notre passé.
tout à l'heure, je disais, la médecine, en fait, comme ce n'est pas une science exacte, elle se pratique aussi par l'observation et par l'expérience qu'on a vécue. Et en Afrique, on a vécu énormément d'expériences de maladies infectieuses. Et c'est chaque fois des mêmes mesures qui sont prises. Ebola et beaucoup d'autres maladies infectieuses qui se sont passées en Afrique. Donc on a appris à faire face. Et je pense que nos collègues en Afrique, et quand vous prenez le cas par exemple au Sénégal, au Sénégal, ils faisaient les tests en quelques heures, ou plus tard au lendemain, là où en France, il fallait attendre 3 jours. Donc, et dans toute cette Afrique subsaharienne, on a des épidémiologistes qui sont habitués à la prise en charge de ce genre de maladie. On me prenait la température à l'aéroport avant le tout premier cas même en France. Et dans les petits aéroports en Afrique, c'était fait. Et aujourd'hui, mais c'est important de donner, c'est que quand vous quittez Cotonou pour Abidjan, pour un séjour de 3 jours, vous faites le test à Cotonou. À la fin de votre séjour de 3 jours à Abidjan, avant de prendre l'avion, vous êtes obligé de faire le test à l'embarquement. Arrivé à Cotonou, vous êtes obligé de refaire le test. Et ça coûte à chaque fois 50 000. Vous dépensez autant qu'il a fallu pour acheter le billet d'avion. Bon, ça, c'est l'autre problème. Ça, c'est le problème économique qui va avec et qui accompagne ça. Mais bon, dans la mesure de la protection, ils n'ont probablement le choix. Donc ça, c'est un des faits qui fait qu'effectivement, en Afrique, on peut constater moins que ça. Et je pense que le Niger a raison. Parce qu'il y a la recrudescence ici. Donc toute personne qui vient d'ici est supposée infectée. Et même si son test est négatif, c'est négatif au moment où on le prélevait. Donc je pense qu'ils ont raison de mettre en place ces mesures-là pour éventuellement protéger un peu plus les populations par rapport à tout ça. Docteur Kadji Roger, vous êtes urgentiste. Les mises en garde de l'OMS en ce qui concerne l'Afrique. 19 pays sont ciblés aujourd'hui, où l'OMS dit attention, vous allez droit vers une seconde vague. Faut-il les prendre au sérieux? C'est vrai qu'il y aura une seconde vague sur le continent, en tout cas dans ces 19 pays. Clairement, même plus que la deuxième vague, on craint que l'épidémie ne dure beaucoup plus longtemps parce qu'on constate réellement un relâchement, comme on l'a constaté là au Niger, un relâchement des populations quant à la mise en place des mesures barrières, ce qui n'a pas été le cas sur cette première vague où on voit que la population a vraiment pris la mesure de la gravité de la situation, qui n'est peut-être pas le cas cette fois-ci. Donc il est nécessaire de le rappeler encore une fois que ce qui s'est passé, c'est qui a permis probablement de juguler cette première crise en Afrique, c'était la considération qu'il s'agissait d'un problème grave. Donc oui, il faut vraiment prendre en considération les alertes de l'OMS pour les pays concernés, mais pour tous les pays africains, il faut vraiment les prendre en considération et se remettre au combat face à l'épidémie. Et ce qui est plus important encore, face aux autres maladies qui perdurent depuis longtemps, alors qu'elles ont été éteintes dans d'autres territoires, parce qu'on ne prend pas clairement en considération la gravité de ces maladies-là. C'est vrai que lors du premier confinement, l'OMS, effectivement, avait prédit une catastrophe pour le continent. La catastrophe n'a pas eu lieu. On reviendra après une courte pause évoquer avec vous, chers invités, les éléments explicatifs qui permettent de comprendre pourquoi la catastrophe n'a pas eu lieu et pourquoi l'Afrique, après tout, s'en sort. Parce qu'on parle d'un continent de plus d'1 milliard d'habitants, mais qui aujourd'hui n'a que quelques 1 900 000, 2 millions de cas et 48 000 décès. On marque une courte pause. On revient tout à l'heure, professeur, après une courte pause, en parler. À tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la pandémie qui sévit partout dans le monde et qui mobilise aujourd'hui population et autorités sanitaires. Chers invités, nous avions évoqué dans la première partie de notre émission la question du respect des mesures barrières. Sur le continent, nous l'avons dit, l'Afrique aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'habitants, 1 milliard 200 millions. C'est à ce jour, en tout cas jusqu'au 15 novembre, 1 900 000 cas de contamination, c'est 48 000 décès. Nous avions évoqué le non-respect des mesures barrières en Europe qui explique la seconde vague.
Je rentre de l'Afrique il n'y a pas très longtemps. À l'occasion des élections présidentielles, de la campagne électorale, il y a des meetings, il y a des funérailles, il y a des marchés. Ces mesures ne sont pas plus respectées là-bas qu'ici. Mais qu'est-ce qui fait effectivement que le virus ne circule pas autant là-bas qu'en Europe? Allez-y très rapidement, professeur. Oui, mais moi, ce que j'ai dit, j'essaye là d'appliquer je crois que je pourrais appeler ça plutôt la biologie économétrique. En fait, si vous prenez des variables, la température, si vous prenez l'âge, parce que c'est ça qui avait été considéré. On disait que la population était jeune, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne connaissait pas des niveaux exponentiels. On sait qu'en Europe, quand la température est basse, on a des cas qui sont beaucoup plus élevés. Mais il y a un autre élément qu'on n'a pas tellement étudié. S'il vous plaît. Il y a l'autre élément que je rajoute, parce que par rapport à notre discussion initiale, c'est ce que j'ai appelé l'hystérèse liée à l'usage de tout antipaludéen. Pourquoi cela? Parce que l'on sait que vous prenez l'artémisine, que vous prenez l'hydroxychloroquine, ou vous prenez l'anivaquine, etc., bien que ça combatte le paludisme, ça diminue effectivement l'action antivirale. Voilà, c'est un voilà, ça diminue effectivement le virus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se produit la chose suivante, ce que j'appelle l'hystérèse. Oui. Comme nous avons consommé énormément de l'anivaquine, etc., je me pose la question de savoir, est-ce que dans notre mémoire, dans nos gènes qui sont constitués, ce serait effectivement ce que j'appellerais une espèce d'invariant qui va jouer pour amortir... C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, je suis en train d'expliquer. Mais ce qui est quasi certain, puisque la température est beaucoup plus élevée, c'est le contraire de ce que nous connaissons au niveau de l'Europe, puisque la population est un peu plus jeune, effectivement, elle peut être une variable explicative, mais ce qui est quasi certain, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle une inférence causale pour savoir quelles sont les variables, comment elles jouent, comment elles impactent l'une sur l'autre pour pouvoir apporter des explications. Mais c'est une hypothèse que j'avance. C'est une hypothèse. Et ce n'est pas une certitude, et d'autant plus que nous ne savons rien. Mais nous disposons d'outils pour conduire cette analyse en termes d'inférence causale. Ça, c'est un élément explicatif. Et docteur Yumo Sayave, est-ce qu'une partie de la réponse peut se trouver chez le virus lui-même, qui, dans son caractère mutant, épargne par on ne sait quel effet l'Afrique des formes les plus graves du Covid? Alors, c'est une hypothèse à ne pas exclure. Et il y a même eu une étude qui avait été faite dessus où les gens avaient tendance à vouloir montrer que les Africains étaient résistants à ça. Ouais. Je crois que c'était des Suédois qui avaient fait l'étude. Bon. Ouais. Mais je n'en ai plus entendu parler, ça s'est éteint tout seul, je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais il faudrait savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas ce virus. Est-ce que c'est le même virus qu'on a ici, qui est là-bas? Est-ce que dans l'environnement qu'il a rencontré, il n'a pas eu de variants? Oui, mais et ces variants pourraient s'expliquer. Quand quelqu'un quitte l'Europe et va infecter quelqu'un sur place en Afrique, vous dites que dans le processus de contamination, le virus change de nature? Non, c'est le processus de contamination. Si vous venez avec un virus européen, vous me contaminez, j'ai le virus européen. C'est évident. Mais maintenant, moi, mon corps a probablement eu un virus qui était un peu différent ou semblable et a fabriqué des anticorps. C'est là où son hypothèse n'est pas... C'est une hypothèse, il faut aller jusqu'au bout avant de déclarer. Pourquoi? Parce que quand vous regardez en Afrique, en plus du fait qu'on le consomme de façon chronique, nos collègues infectiologues ont continué à donner l'hydroxychloroquine comme traitement et puis l'azithromycine comme traitement. Mais ça n'a pas été validé comme traitement. Mais peu importe, ça marche. Peu importe. Ils sont médecins, on ne leur a pas interdit de prescrire. Et en tant que médecin, il peut prescrire quelque chose qu'il estime que ça va marcher. Et donc, eux, ils ont continué. Il y en a beaucoup qui ont continué à le faire, que ce soit au Sénégal. Ils ont continué à faire ce traitement. D'autres choses que je voulais rajouter là-dessus, notre état immunitaire, elle est différente. C'est-à-dire, la dernière fois, je disais, un vieux qui a 80 ans chez nous, si vous allez chez lui, parfois, il ne prend même pas de médicaments. Absolument. Alors que celui d'ici, il a 5 médicaments qu'il prend. Donc, les rhumes, en général, on en a eu plusieurs fois. On ne les a pas combattus. On ne s'est jamais vacciné contre le rhume en Afrique. Donc, on a combattu ça. On a probablement une réserve d'anticorps contre les coronavirus en général qui peut-être marche sur celui-là. Et j'en veux pour comparatif les bébés et les enfants ici. Ils font moins de cas de coronavirus. Mais parce que tous les jours, ils sont allumés. Est-ce qu'ils n'ont pas développé ce type d'immunité? Ils sont comment? Ils sont enrhumés, d'accord. Il y a une espèce de barrière. Ils sont tout le temps enrhumés. Oui. Donc, ces coronavirus-là, ils les ont tout le temps. Est-ce qu'ils n'ont pas développé autre chose? Quand je fais cette comparaison, je me dis, ça pourrait être aussi
un motif et il faudrait que les gens étudient, les immunologues, les autres, qu'on puisse avoir ça comme piste, en plus du fait que le virus lui-même, il peut, dans l'environnement, il peut changer. Il peut changer, quand il rencontre un autre virus, ils peuvent s'échanger des données. Aujourd'hui, vous le direz, médecin et docteur Kadi, et ce qui explique aujourd'hui l'alerte que donne l'OMS par rapport à la seconde vague en Afrique, c'est qu'après le pic, il y a une sorte de chute. Oui. Maintenant, ça repart. C'est pour, enfin, dans 7 pays, 19 au total. C'est pour ça que l'OMS prévient contre tout risque de seconde vague. Mais comment expliquer ce départ à nouveau qui est plusieurs bosses, quoi. Voilà, ce nouveau rebond. On a déjà un petit peu apporté quelques éléments d'explication, des facteurs environnementaux qui sont des hypothèses encore une fois. Donc on est encore dans une grande phase d'observation. On essaye de comprendre comment le virus se comporte, comment est-ce qu'il mute effectivement. Donc il y a beaucoup d'observations. Et ce qu'on peut tirer comme conclusion de la première vague, si on peut le dire ainsi, c'est qu'il y a eu les voyages qui ont fait... Avant la mise en place des confinements, il y a eu quand même des voyages qui ont fait partir les virus d'individu en individu, de pays en pays et de continent en continent. Aujourd'hui, on maîtrise mieux cette voie de contamination-là. On peut émettre l'hypothèse qu'il y aura une deuxième vague. On le souhaite qu'il n'y en ait pas, comme on l'espère, parce qu'on va mettre en place des moyens pour éviter, parce qu'on connaît comment ça marche, pour éviter qu'il y ait cette deuxième vague, notamment, un peu comme ça se passe au Niger. On espère que ça marche, que la limitation des mouvements des populations pourra entraîner une limitation de la transmission et du nombre de cas en Afrique. Alors il y a probablement d'autres éléments qui vont rentrer en jeu, qui vont éviter la deuxième vague, qui vont éviter un deuxième pic, mais il est possible que la deuxième vague ait quand même lieu parce que le virus se sera transmis d'individu en individu après le pic, après la deuxième vague européenne. De toute façon, le virus, c'est son fonctionnement. Hein. Oui. Il monte toujours par pic et après il redescend et après il y a des soubresauts. Le soubresaut peut être plus important ou moins important, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous l'avez dit, prédisposition naturelle, en tout cas liée à notre passé pathologique, etc. Et certains de vos collègues évoquent le fait que nos habitations sont plus aérées, qu'il y a moins de mouvements, de mobilité de la population. Tout ça est contribuer à la compréhension de ce virus sur le continent. Pour une fois, on va dire quoi? La pauvreté sauve le continent, dira-t-on? Non, pas ça comme ça. Non, pas du tout. Non, en l'occurrence, ce dont vous parlez, c'est plutôt la densité géographique. C'est cette densité géographique. On est moins peuplé que les autres, donc on a de l'espace, et mieux encore. Non, aussi, on a plus d'espace. On n'est pas moins peuplé que les autres. On a plus d'espace. On a moins d'habitants par. Ah, densité, oui, d'accord. Moins d'habitants par kilomètre carré. Qu'est-ce que l'on constate lorsque vous avez effectivement dans des une cas concentration. urbains, une concentration humaine, alors à ce moment, vous avez une propagation du virus, parce qu'on vit l'un sur l'autre, etc. C'est connu. Même là, lorsqu'on confine les gens dans leur appartement, c'est une mesure qui, à la limite, pas si efficace que cela, parce que de toutes les façons, il suffit simplement de sortir de l'appartement pour être un vecteur, ou un cas contact, ou un vecteur propagateur. Donc, vous voyez, non, moi, ce que je voudrais dire, vous avez soulevé le problème de la seconde vague. Le professeur Raoult, à l'époque, avait été presque certain. Il disait qu'il n'y en aurait pas, etc. Ce qui m'amène à dire que, en fait, il faut se méfier des connaissances précédentes. On dit, en mathématiques, la tangente n'est pas la courbe. C'est-à-dire, quand vous avez dessiné quelque chose dans le passé, c'est pas la chose qui va se projeter. Donc, pour l'instant, et je reviens là-dessus, ça nous demande du temps pour comprendre réellement les relations causales et pour savoir comment le virus fonctionne. Oui. Tout ce que nous pouvons dire, tout simplement, c'est d'avancer des hypothèses. Mais en dehors des hypothèses, il faut considérer des conditions draconiennes rapportées à soi, n'est-ce pas, pour essayer justement de juguler, en fait, ces cas de contamination. Quand vous regardez, je prends le cas du métro,
par rapport à la première vague, il y avait des conditions beaucoup plus drastiques. C'est vrai. Où on disait que c'était 2 personnes dans Absolument. un carré de 4. Absolument. Maintenant, les gens vivent, etc. Donc, vous voyez qu'il y a de la promiscuité. Mais ce que vous dites, c'est de la professeur, promiscuité. ce que dit Alors, le- donc, je dis, juste un instant pour terminer, je dis que le régulateur, le ministre, Oui. le gouvernement devrait se focaliser là-dessus pour dire, je rendrai ces conditions beaucoup plus draconiennes par rapport à la première vague. Encore faut-il, professeur, que son discours soit cohérent. Oui. Parce que ce qui explique aujourd'hui ce relâchement constaté au niveau du respect des mesures barrières, c'est que les gens finalement pensent qu'il y a une exagération autour de ce virus, et qu'au fond on ne nous dit pas tout, et qu'en réalité, pourquoi devrait-on se préoccuper d'un virus qui tue moins que d'autres virus? Oui, mais il tue moins, mais il est beaucoup plus virulent. C'est un virus qui tue moins. C'est 2% des taux de mortalité. Non, mais il est beaucoup plus virulent. Je dis, sa vitesse de propagation est beaucoup plus importante. En fait, quand vous les avez, une étude japonaise a montré que le virus reste à la peau pendant 9 heures, monsieur. Alors que si je reste sur ma peau pendant 9 heures, que ça ne me tue pas, mais où est le problème? Il y a beaucoup d'autres virus qui restent sur notre non, peau mais tout de pendant même, des heures. oui, mais qui reste sur votre peau pendant 9 heures. Vous êtes vecteur quand même. Ah oui, d'accord. Alors, Vecteur de monsieur, vous êtes contamination, vecteur, d'accord, là, de ce écoutez. point de vue, oui. Alors, ce qui nous pose, c'est que nous saturons les lits d'hôpitaux et en nous disant que nous devons être entre 5 000 et 8 000 contaminés et non 10 000 contaminés. Parce que il faut appliquer ce qu'on appelle en fait cette stratégie qui a été tout simplement répétée. Tester, tracer, n'est-ce pas, isoler. Hein? C'est la stratégie de tester, tracer, isoler. C'est angoissant, les prévisions liées à cette pandémie que nous vivons. D'abord, 2 petites choses pour clore cette partie. Docteur Roger Kadji, vous êtes médecin urgentiste, vous nous dites, il n'y a aucune espèce d'exagération autour de cette maladie, autour de ce virus. Ce que nous faisons, ce que vous faites en tant que médecin et ce que vous faites en tant que, agent sanitaire, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a aucune espèce d'exagération, dites-nous, dites-vous. Il y a des mesures à prendre, certainement. On ne peut pas rester là sans rien faire. On est obligé de faire face et on est obligé de casser rapidement la courbe, sinon on va y rester pendant très longtemps. Donc, effectivement, il y a une exagération qui est peut-être nécessaire. Politique ou sanitaire? Alors, réellement, de mon expérience, ce n'est pas exagéré. À la première vague, on a pris 700% d'activité en plus, qui était impossible, en médecine d'urgence, qui était impossible à absorber, alors qu'on a déjà un petit peu saturé, on est déjà entre 100 et 150%. 700%, c'était carrément impossible. Donc, il y avait nécessité de casser cette courbe réellement, et c'est probablement la mesure la plus adaptée. Non, ce n'est pas exagéré. Il y avait des mesures précédentes aussi où on avait limité le nombre de lits. Nous l'avons Ça dit, impactait l'impact aussi, économique est énorme. L'impact économique est énorme. En tout cas, quand on prend le continent qui avant le virus, avait une moyenne de croissance de 4%, on dit aujourd'hui, en 2021, ça est moins 2%. Ouais. En moyenne, il y aura une chute de 6 points de croissance. Seuls quelques rares pays réussiront à s'en sortir, comme le Sénégal, avec moins 1%. En Europe, c'est encore pire. Aujourd'hui, ils sont en train de se bagarrer contre la Pologne et la Hongrie pour faire valider leur plan de relance de 750 milliards d'euros. La question, c'est comment va-t-on continuer comme ça? Est-ce qu'il faut à un moment donné privilégier l'économie et se dire, écoutez, vivons comme avant et essayons d'atteindre l'immunité collective et continuons la vie, ou bien comment trouver la ligne médiane, docteur? Alors, la ligne médiane, c'est assez difficile à définir et à... Là, les restaurateurs ont porté plainte là, contre l'État français. Oui. Ils ne sont pas d'accord qu'on leur demande de fermer. Parce que pour eux, mourir de faim ou mourir de Covid, ils ont... Donc, c'est ça le problème qui se pose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, bon, il faut simplement qu'on applique des mesures et qu'on voit ce que ça donne. Parce que pour l'instant, on maîtrise ça. Et il faut aussi qu'au niveau... Parce que vous avez soulevé quelque chose qui était intéressant où on parlait d'exagération. Les gens ne croient plus en tout ça. Ben oui. Ils ne croient plus en tout ça. Pourquoi? J'ai lu un article dans le Monde qui était très, très intéressant où il disait le doute s'est installé même pour les médecins et les chercheurs parce que la population estime qu'ils sont tous sous influence politique, sous influence et surtout économique. Et ils ont raison. Et l'un des éléments, docteur, qui permet aujourd'hui de conclure, pour certains en tout cas, que tout ce monde que vous citez
est sous influence notamment des grands lobbies pharmaceutiques, c'est la question du vaccin. La question du vaccin, on nous annonce, deux laboratoires nous annoncent effectivement un vaccin pour les semaines à venir. Faut-il faire confiance en ce vaccin? Je propose qu'on marque une petite pause, on en parle après quelques minutes. À tout de suite. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la pandémie liée au coronavirus. Tous les regards sont désormais tournés vers les laboratoires Pfizer et Moderna. Ils promettent le vaccin pour bientôt lundi. Son vaccin efficace à 90% et l'autre à 94%. Puis le premier revient renchérir l'efficacité de son vaccin à 95%. Mais les mises en garde fusent déjà. C'est le cas du pneumologue allemand Wolfgang Woda. Voici ce qu'il dit. Cette vaccination modifie génétiquement la personne qui est vaccinée. Les plantes et les animaux génétiquement modifiés nous dérangent. On peut maintenant nous modifier génétiquement par cette vaccination. Des milliards de personnes doivent maintenant être vaccinées. C'est totalement irresponsable. Je ne peux que recommander aux gens, ne laissez pas vos enfants se faire vacciner. Ne vous faites pas vacciner avec un vaccin produit avec autant de négligence en si peu de temps. Ils veulent faire des affaires. Ne vous faites pas vacciner avec un vaccin produit avec autant de négligence et de rapidité, dit Wolfgang Woda, ce pneumologue allemand. Professeur, très rapidement, y a-t-il du business sur notre santé? Oui. Y a-t-il un corona business? Non, je ne saurais dire s'il y a le corona business, mais en tout cas, ce qui est quasi certain, il y a des rapports capitalistiques. C'est du business, c'est-à-dire s'il y a une entreprise qui se trouve dans le domaine pharmaceutique, eh ben, elle reçoit des financements, dont il faut raisonner en termes de rentabilité de capitaux investis. Après, maintenant, ce qu'il faut considérer, ce qui est important, c'est la dimension éthique qui doit prévaloir dans ces affaires. Qui y veille? Non mais nous devons y participer tous, le gouvernement, le régulateur, etc. Mais il se fait, vous soulevez simplement la question des conflits d'intérêts. Oui. C'est-à-dire ces questions de conflits d'intérêts, donc c'est l'éthique qui domine le conflit d'intérêts. Si les allocataires de ressources sont ceux-là également qui attendent la rentabilité des capitaux investis, vous voyez bien que ces conflits d'intérêts existent et sont manifestes. Okay. Mais ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est-à-dire que il y a quand même, à travers ce vaccin, qui est la piste, l'approche qui est envisagée par rapport au vaccin ADN ou ARN, c'est qu'il y a une mutation en fait scientifique. Jusqu'alors, dans le passé, on utilisait soit des virus qui étaient morts et puis on les traitait d'une certaine manière. Mais la nouvelle technologie qui est là, elle permet de faire un saut quand même qualitatif. Et si ça marchait, n'est-ce pas? Je crois que ça marchait. Oui, si ça marchait, nous serons quand même. On n'aura pas à ajouter dans le corps des adjuvants ou des éléments qui sont mauvais, etc. Donc ce serait le corps lui-même qui produirait ces éléments d'autodéfense. Donc il y a un saut qualitatif scientifique, il est nécessaire. On va l'espérer. Voilà. Non, mais simplement c'est le temps. Ah oui, non, c'est le temps. Oui, le médecin dit un vaccin produit avec autant de rentabilité. Voilà. Moi, je suis méfiant. Très rapidement, cher médecin. C'est quoi un vaccin ARN? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le corps humain est une usine que nous ne maîtrisons pas du tout. Elle est extrêmement intelligente. Et l'usine en question est extrêmement intelligente. Nous avons nos moyens de défense. Et nous avons nos propres cellules, nos propres organes, nos propres tissus, nos propres cellules que tout notre corps reconnaît. Quand il y a un étranger qui vient, notre corps ne le reconnaît pas. Il organise une bataille contre l'étranger. Il y a même à des frontières, il y a ceux qui agissent à des frontières. Déjà la peau, c'est une des premières frontières. Et après la peau, s'il arrive à rentrer, il y a des soldats, une armée, une sorte d'armée des frontières qui va arrêter. Si ça passe, il y a tout un ensemble de systèmes qui est mis en branle qu'on appelle le système immunitaire. D'accord. Et c'est notre système immunitaire. Il se comporte comment? Il y a des cellules qui vont aller attraper tout de suite
l'intrus le manger, et en le mangeant, ils sortent pour d'autres cellules qui vont venir étudier comment il est, fabriquer un poison pour le tuer, et d'autres qui vont se voir, ceux qui ont échappé et qui ont infecté nos cellules, soit obliger nos cellules à nous, à se suicider ou les tuer. Donc c'est comme ça qu'on a étudié pour faire un vaccin. Maintenant, quand on fait un vaccin, c'est-à-dire on vient mettre dans le corps le virus atténué, comme il a dit, ou bien une de ces particules qu'on reconnaît. Ça amène le corps à reconnaître la particule et à fabriquer les armes qu'il faut pour lutter contre. Maintenant, avec les biosciences, on est passé à une autre étape. La première étape était que, au lieu de prendre le virus atténué, venir mettre, on le produit en laboratoire, ses constituants. Quand on les produit, on injecte dans le corps et le corps les reconnaît, fabrique quelque chose qu'il faut et il le trouve. Maintenant, vous savez que tout corps est constitué d'ADN. Et l'ADN, c'est deux brins qui s'entrecroisent. Un seul brin, un morceau d'un brin, c'est ça qu'on appelle l'ARN. Et là-dessus, c'est des codes. Un codage, comme le codage informatique, qui part de 010101 et qui arrive à faire toute cette intelligence artificielle. Mais dans nos codes, il y a jusqu'à 4 digits qui sont des acides aminés. 4. Donc ça veut dire qu'on est exponentiellement plus puissant. Et quand il sort une protéine, il y a 20 fois. Ça veut dire qu'on est encore des milliards de fois plus puissant que le plus puissant des ordinateurs. Là, le vaccin ARN, c'est qu'on a introduit dans l'intérieur de la cellule un brin d'ADN, c'est ça qu'on appelle l'ARN. Ce brin-là va se mettre dessus, copier le code qu'il y a dessus. Il copie ce code et ensuite ce brin, l'ARN est très instable. Et cette instabilité-là fait qu'on ne peut pas aller l'injecter comme ça. Il faut le protéger. Donc, on prend des nanoparticules, on le met dedans. Ou alors, on prend un autre virus, comme le virus du sida, on inactive, on le désarme. Et on met dedans et on va injecter maintenant dans le corps. Et cette technique, c'est vrai, c'est une belle révolution. C'est une belle révolution, mais on a des problèmes, c'est qu'il n'y a aucun recul. Et ce qui me gêne quelque part, c'est qu'on lève tous les verrous éthiques qui ont été mis en place depuis des décennies. Le même vaccin est utilisé, par exemple, pour lutter contre le cancer. Mais ça fait des dizaines d'années qu'on l'étudie, on ne l'a pas encore autorisé complètement. Et il y a 18 millions de morts, et c'était quand en 2018, 18 millions de morts pour le cancer, et 18 millions de nouveaux cas pour le cancer en 2018, dont 9 millions de décédés. Et on ne l'a toujours pas autorisé. Et là, on va l'autoriser en masse. Ça veut dire que les conséquences qui peuvent arriver sont assez nombreuses. Il y a déjà le corps peut réagir très violemment. C'est une réaction immunitaire. C'est ça que le médecin dit. Ils vont agir. C'est la première fois qu'ils vont faire cela. Ils vont agir sur nos gènes. Et qu'on sera un individu autre que celui qu'on était avant. C'est de l'OGM. Ce qu'on injecte, c'est de l'OGM. Et c'est ce qu'on a fait sur les plantes. En utilisant de l'OGM. Donc c'est de l'OGM. On injecte un OGM. Maintenant, on ne sait pas. Nous serons des humains génétiquement modifiés. Alors, ça peut arriver s'il y a ce qu'on appelle recombinaison. La recombinaison, encore, c'est que le virus il est trop intelligent, il est trop fort. Lui-même est une usine. Il échange avec ses frères au virus et il se change. Et ensuite, l'ARN, quand on le met, normalement, il n'y a pas de risque de mutation parce que ce n'est pas un ADN, c'est un ARN. Mais on appelle ça la transcription. Mais le problème, c'est qu'on le met dans un autre virus et qu'on le met dedans. Donc, il peut avoir transcription inverse. Oui, c'est vrai. Et cette transcription inverse va reconstituer de l'ADN. Et cet ADN, maintenant, c'est un autre virus que notre corps est l'usine de fabrication et tous nos tissus. Donc, puisqu'on l'injecte comme ça, donc c'est ça qui fait qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à ça pour aller à l'échelle mondiale sans risque. Donc, c'est un peu ça. Ça ne vous angoisse pas? Tout à fait. Décrit comme il le décrit, c'est assez angoissant, même s'il le décrit un côté très original de cette procédure, qui est assez séduisante au final, mais des réserves, avec les réserves... Vous êtes médecin, M. Kadi. Wolfgang Voda dit, si j'ai un conseil à vous donner, ne laissez pas vos enfants se faire vacciner avec ce vaccin. Vous êtes médecin. Vous laisseriez vos enfants, vous-même, vous vaccinerez avec ce vaccin? Alors, vous êtes médecin. C'est au médecin que je pose la question. Oui, alors on l'a évoqué un peu plus tôt, il va falloir sélectionner les catégories de population les plus concernées par cela.
il est clair qu'on a envie de mettre des réserves, d'avoir d'abord la preuve, parce que c'est ça qui manque. On a vu que les Français sont assez réticents, parce qu'ils ont envie d'être vraiment convaincus, d'avoir assez de recul pour se lancer. Mais quand vous dites catégorie de personnes, ça veut dire moralement quoi? Si c'est nuisible, eh bien prenez et mourrez. On va laisser, on sacrifie, non, on mais décide quand on de observe, et on l'a dit un peu plus tôt, dans la population africaine qui est jeune, est moins impactée, peut-être parce qu'ils sont jeunes. Donc on peut dire que la population jeune est peut-être un peu moins concernée. Donc dire que les enfants, on peut potentiellement les mettre de côté. Je voudrais rajouter quand même quelque chose. Vous savez, on met des milliards pour soutenir en fait des économies effondrées. On peut mettre des milliards pour dire que le vaccin est un bien public et c'est donner la temporalité pour passer par des tests classiques. Alors là, il y a un niveau d'incompétence gouvernementale ou bien un appât de gain qui désire que tous une vision à court terme, on ait un résultat immédiat. Oui. C'est pas une bonne politique. Parce que l'économie s'effondre, il faut arrêter rapidement cela. Oui. Et on veut faire confiance au laboratoire tout simplement. Et tout ça dans un contexte où on ne consulte même pas les parlements. C'est un comité qui se réunit autour du président de la République, donne des orientations et on suit. Les cahiers de charges sont pleins, les vaccins sont commandés, il y a pas millions de doses. Ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que il faut, pour élaborer un bon vaccin, il faut du temps. Oui, c'est ça. Puisqu'il faut du temps, c'est ça. On leur a donné, en fait, ils ont reçu un financement. Oui. Ce financement-là, on ne doit pas le mettre à l'aune d'une rentabilité à court terme. Elle doit se mettre à l'aune du long terme, donc avec des indicateurs de performance qui respectent un cahier de charges prédéfini. Or, on est dans un processus où c'est la commande économique qui a lieu ou qui prévaut. Pas de cahier de charge, alors, à ce moment-là, je veux dire, c'est de l'incompétence gouvernementale, appelons le mot, disons le mot, c'est de l'importance gouvernementale en matière de politique économique. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On se fait vacciner ou pas? Il y a une chose qu'il faut préciser là-dedans. Oui. Qui a annoncé quoi? Il n'y a aucun vaccin pour l'instant qui est efficace qu'on voit. C'est un communiqué de presse. Un communiqué de presse. Et quand le communiqué de presse a sorti, vous avez vu la bourse? Elle s'est ébranlée. C'est ça. La bourse s'est ébranlée. Donc tous les grands financiers sont très contents parce que maintenant la bourse monte. Le PDG d'une de ces laboratoires lui-même a empoché immédiatement plus de 5 millions de dollars. C'est vrai. En vendant une partie de ses actions. Tellement c'était monté. Donc, on s'emballe sur ça. Ouais. Donc, qui c'est qui s'emballe? Mais regardez le monde scientifique. Est-ce que vous voyez des emballements? Non. Les seuls emballements, c'est des gens comme celui qui vient de parler, qui est plutôt réticent. Oui. Donc, on est emballé pourquoi? Sur quoi? Mais docteur, le truc c'est quoi? C'est que les commandes sont faites, bientôt on dira, voilà, on parle de janvier. Fin décembre, début janvier 2021. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand ils vont rendre ça obligatoire, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va rendre obligatoire? Ce ne sera pas obligatoire. Mais il y a plusieurs façons de rendre une chose obligatoire. Si on vous dit, si vous ne faites pas, vous ne voyagez pas. On vous contraint, on vous fait vacciner. C'est là où ce qu'il dit est vrai. On a peut-être été trop loin. On a donné des milliards rapidement. Parce qu'on a donné des milliards, on veut des résultats à cette date. Non. On est dans un système et un domaine qui a fait régler ses particularités. Donc, il faut suivre ces particularités. Même l'OMS a annoncé que le premier vaccin qui sera homologué, il y a 220 millions qu'il va donner à l'Afrique. Mais 220 millions, qui a demandé? C'est les États. Il y a un comité africain épidémiologique et autres qui est prêt à vacciner, qui a fait ça. On ne sait pas. Le problème, c'est qu'il y aura des États africains qui vont accepter effectivement de vacciner leur population. Mais c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons des émissions de ce type-là, pour donner des informations, qu'on se prenne en charge et que nous résistions à une volonté qui désire nous imposer. On doit garder le libre choix. Pour l'instant, ce vaccin, il n'a pas encore fait ses preuves. Et il n'est pas prêt de pouvoir faire ses preuves. Donc il faut rester vigilant. Un laboratoire dit dans un premier temps, mon vaccin est efficace à 90%. Puis un autre dit, le mien est efficace à 94,5%. Et le premier revient et dit, bon, en fait, pour moi, efficace à... On sent l'explication. C'est une vente aux enchères. Non, l'explication qui a été avancée scientifiquement, à tout le moins, c'est que si Moderna avait un taux beaucoup plus faible que Pfizer, ça voudrait dire que le vaccin ADN ou ARN n'est pas efficace.
C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de différence, donc on ne peut pas retenir cette solution. Il faudrait que ce soit au même niveau. C'est l'hypothèse qui a été avancée sur un rapport scientifique. Donc si on dit 95%, l'autre à 90%, donc il a fait une réévaluation pour que ce soit au même niveau. Là, c'est l'approche. D'accord. C'est l'approche que l'on considère. Si vous avez un écart par rapport aux mêmes approches, alors là, il y a problème. Il y a problème. Voilà ce qui a été avancé comme raison. L'autre aspect aussi, c'est que quand on dit efficace à 95%, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que si nous sommes 10, ou qu'on nous injecte le virus Covid-19, il y aura 9,5 d'entre nous qui ne feront pas la maladie? Ah ben ça, c'est votre compréhension. Oui. Non, mais c'est pas ce qui a été fait. Non, c'est pas ce qui a été fait. Non. Pas ce qui a été fait. Donc, quand on dit 95 tant %, il faudrait être sûr qu'est-ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a les stratifications de la population. On sait que ceux qui meurent le plus, lui, il a sûrement vu le plus, c'est les plus de 65 ans. Expliquez-nous le processus de validation. Quand un laboratoire dit, moi j'ai produit un vaccin qui est efficace à 95%, qui vérifie tout ça? Alors, il y a un comité scientifique indépendant, mais alors réellement indépendant, qui va vérifier tout ça? Si oui, est-ce que matériellement c'est possible de vérifier? Alors, c'est un peu comme certaines certifications où, par exemple, un hôpital peut dire, moi je me fais certifier ISO. Mais quand tu le fais, qu'est-ce qu'il te dit? Moi je dis, voilà ce que je vais faire. Si à la fin, on se rend compte que ce que je vais faire là, c'est ce que j'ai fait, à ce moment, je suis certifié. Donc, les laboratoires, la méthode d'analyse a été quoi? C'est-à-dire, ils ont pris des gens. Oui. Il y en a qui avaient le placebo et d'autres qui n'en avaient pas. Ils ont mis toute cette masse et là-dedans, il y en a qui sont tombés malades. Ils ne cherchaient pas à savoir qui a le virus, qui ne l'a pas. C'est qui va être malade. Voilà, c'est ça. Et ceux qui sont tombés malades, ils ont vu qu'il y avait 95% qui étaient parmi ceux qui n'étaient pas malades. Mais ça veut dire que si on est 9 ici, et s'il y en a un à qui on donne ce produit, il y a 9 qui ne le feront pas. Mais le fait est que, est-ce qu'ils ont le virus ou pas? Est-ce qu'ils le transmettent ou pas? Et deuxièmement, si on était tous les 10 assis et qu'ils n'ont rien fait du tout, combien seraient malades? Donc, en tout cas, il y a toutes ces questions qui scientifiquement doivent être posées, leur protocole, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel est le résultat, et ça permettra d'avoir les vrais résultats. On va quitter cette émission avec d'abord la joie de constater que l'Afrique n'est pas ravagée par ce virus comme on l'a prédit il y a quelques mois. Et la seconde vague, espérons effectivement que cette seconde vague n'ait pas lieu, que les conditions naturelles, les facteurs naturels que vous avez évoqués ici permettent effectivement d'épargner ce continent des formes les plus sévères, des formes les plus graves de ce virus et qu'on n'ait pas besoin forcément de ce vaccin au demeurant douteux selon certains scientifiques. Merci à vous. Merci. Mais il faut qu'on continue la recherche quand même. Absolument, l'Afrique doit investir dans la recherche, c'est très important. En associant la médecine traditionnelle également. Absolument, il faut continuer la recherche. C'est très important. Oui, absolument. Il faut continuer la recherche. Absolument. Roger Kadi, merci à vous. Médecin urgentiste, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Professeur David Asiba Johnson, vous enseignez effectivement les mathématiques analystes politiques. Merci. Merci, professeur de l'université. Vous m'observez, médecin chirurgien, merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicia, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci.